Bonsoir et bienvenue à ce 6e lundi de la saison 4 des lundis de Gaston Maty. On dirait une série. Bah oui, c'est une série. Et, saison 4. Et donc Jean-Pierre Ringard, saison 2. C'est une série, puisque Jean-Pierre a proposé de revenir après être venu l'an passé. J'ai tellement aimé ça que je vais essayer de me faire réinviter. Voilà, et ça a marché. Bien. Eh bien, Jean-Pierre, est-ce qu'on te présente Est-ce qu'on peut te présenter? Ouais, vas-y. Comment je vais présenter Jean-Pierre? Et d'abord, je veux dire que c'est un homme de théâtre, et puis que c'est un professeur de l'Institut d'études théâtrales, professeur émérite, on dit. Ça dépend. Ça dépend. Dans mon cas, oui. Enseignant à l'ERAC, bonsoir, à Cannes. Cannes, Marseille, oui. Et puis formateur, et puis animateur ça y est, Pont-à-Mousson. Non, je dirige l'université d'été de Pont-à-Mousson. Tu diriges. De la Mousson d'été. De la Mousson d'été, excuse-moi. Et puis... j'écrivaille encore un peu. Ah bah, tu écris. Non, voilà, de nombreux livres. Non, la semaine dernière, j'ai admiré Jean-Pierre Sarrazac qui est venu présenter un livre. J'ai de moins en moins le courage de faire des livres, mais bon, je fais des articles, c'est plus court. Mais voilà, des livres sur la pédagogie théâtrale et des livres sur la littérature théâtrale. Donc Jean-Pierre est venu nous parler ce soir. Ouais, il était prof à la licence pro longtemps. Oui, bah oui, voilà. Oui, longtemps. Bah oui, oui. Il était notre collègue jusqu'à il y a peu de temps. Enfin, 8 ans. Ah oui, le temps passe vite. 8 ans. C'est ma 8e année d'indépendance. Ouais. Bon, alors, on y va. On n'est pas là pour faire des mondanités, donc le titre c'est Des textes en atelier, pourquoi faire. Je suis venu sans intention de polémiquer autour de cette question, mais parce que j'ai constaté parfois que les ateliers suivaient ou pas des effets de mode, c'est-à-dire accompagner ce qui se passait dans le théâtre professionnel, quelquefois. C'est-à-dire qu'il y a des époques où les ateliers les ateliers, ça veut tout dire et rien dire, puisque il faudrait préciser lesquels, mais on aura l'occasion d'en discuter. Du Grotowski, du Stanislavski, du machin, du truc. Ma fille est en prépa dans un endroit où son prof est un mnouchkinien pur sang. Enfin, donc il y a des espèces de façons de faire qui dépendent à la fois de la formation des intervenants et des effets de mode. Donc là, en ce moment, la mode n'est plus au texte de théâtre. Au théâtre. Dans les ateliers, je n'en sais rien. Oui. Ah, vous étiez sur la ligne 7, formidable. Oui, bienvenue, les rescapés de la ligne 7. Bienvenue. Nous venons de commencer. Donc là, il y a eu une espèce de... Il y a une espèce d'agitation assez importante autour des textes contemporains dans les années 80-90, à mesure que des auteurs apparaissaient ou réapparaissaient. Et puis, il semblerait actuellement, avec les textes qui s'écrivent depuis le plateau, avec les auteurs de plateau, avec la vogue persistante de l'improvisation, que dans le fond, on ait un peu des doutes sur la nécessité de mettre des textes en atelier. Et donc c'est un peu autour de ça que je veux m'interroger, en me disant, mais si on en met, c'est quoi et pourquoi faire? Parce que j'ai eu des positions variables là-dessus, mais comme j'ai quand même beaucoup écrit sur le jeu dramatique, l'improvisation, j'étais pas forcément absolument convaincu qu'il fallait prendre des textes, et pourtant je m'en suis servi. Il me semble qu'il y a une espèce de méfiance actuelle
parce que refaire du texte, c'est parfois réentrer dans le giron de la littérature. C'est s'exposer au risque de refaire ce que faisaient les clubs théâtres, c'est-à-dire autrefois, donc jouer les précieuses ridicules, et comme si Molière était définitivement un auteur impossible. Donc, dans la tradition de l'éducation populaire, il y a eu énormément de choses faites sur le travail corporel et évidemment sur le travail d'improvisation et sur les discours propres des gens, sur le discours que tenaient les participants aux ateliers dans le cadre des improvisations. Si bien que le texte, on peut se redemander pourquoi on en fait et ce qu'on en fait. Moi, j'étais dans une espèce de position paradoxale, puisque je n'ai jamais caché mon goût pour les auteurs, les poètes et les textes complexes. Il y a une partie de ma vie où j'ai écrit sur le jeu dramatique et une partie de ma vie où j'ai écrit sur les textes contemporains. Et je m'occupe depuis 20 ans à la Mousson de textes contemporains essentiellement. Donc je suis dans une posture un peu bizarre, et c'est peut-être pour ça que je suis venu m'expliquer devant vous de ma posture bizarre, une espèce de psychanalyse sauvage, pourquoi j'ai autant œuvré pour l'improvisation et autant je suis aussi amoureux des textes. Ma thèse, il y a très longtemps, portait sur le théâtre baroque, ce qui est quand même assez loin de nos préoccupations d'atelier. Donc, en même temps, j'ai toujours proposé assez tôt des fragments de textes, parce que ces fragments de texte me semblaient être une occasion formidable de démarrer des choses. Comme j'étais assez proche d'un certain nombre d'auteurs, dont Daniel Lemayeux, qui était un des fondateurs de la licence professionnelle et auteur dramatique, j'aimais et j'aime toujours introduire des tout petits fragments de texte comme des démarrages improbables. Par exemple, je proposais ceci ou je propose ceci. T'as pas rien vu? T'as pas rien vu? C'est les 4 premières répliques de Entre chien et loup. Ce qui est absolument, c'est du texte, et ça sort d'un texte. Et en même temps, je trouve que c'est une formidable interrogation pour un démarrage théâtral. C'est-à-dire que ça dit rien, et ça dit plein de choses potentiellement. Donc c'est ce potentiel du texte qui m'intéresse, pas forcément dans un atelier, je proposerai pas forcément 10 pages comme ça, mais des tout petits fragments. J'ai alors le goût des commencements, c'est un peu, ça s'arrange pas avec le temps, ça permet d'être direct et bref. Par exemple, je vous rappelle juste le démarrage de cette pièce de Tchekhov qui continue à me fasciner. Alors, c'est le personnage qui entre qui dit ça, et celui qui en scène répond rien. On s'ennuie un petit peu. Je suis fasciné depuis que j'ai lu ce texte. Je suis fasciné par ce démarrage qui est un démarrage totalement improbable à l'époque où il a été écrit, c'est-à-dire à la fin du 19e. Qui est-ce qui peut se permettre d'entrer en scène pour dire « alors » et qui est-ce qui peut se permettre de répondre « rien » si bien que des démarrages de ce type-là ou des morceaux de ce type-là me semblent être des possibilités incroyables de jeu et aller dans le sens du théâtre qui est censé résoudre la question de pourquoi ça parle, pourquoi ce texte et pourquoi ça parle comme ça. Je pense que... Alors, si vous voulez, le débat actuel, c'est tourné, enfin le débat dans le théâtre, je me suis fait traiter régulièrement comme si c'était une maladie honteuse, de textocentriste. Suis-je textocentriste et qu'est-ce que c'est que cette maladie alors, est-ce que ça veut dire simplement... Ça ne veut pas dire qu'on met le texte forcément au centre de la représentation, mais en ce qui me concerne, ça veut dire que j'y attache toujours autant d'importance et d'intérêt. Je pourrais développer ça et m'expliquer là-dessus. Mais en fait, il y a plein de textes contemporains qui, pris brièvement comme ça, sont des espèces d'énigmes
que seul le théâtre, enfin la théâtralité, me semble pouvoir résoudre. C'est-à-dire que quand le Mailleux écrit, là aussi c'est un commencement, dans une pièce qui s'appelle Beau drap, vos chaussures, comment? Vos chaussures, comment? Vous les avez enlevées? Non. Enlevez-les. C'est les 6 premières répliques. Ça m'arrive de donner cette proposition en atelier parce qu'on ne sait absolument pas pourquoi ça commence comme ça, comment ça va se développer. S'agit-il d'une proposition fabuleusement érotique? S'agit-il d'une histoire de cordonnerie? Dans le fond, on n'en sait absolument rien. Et c'est cette espèce de rien qui m'intéresse, c'est-à-dire c'est comment le théâtre va travailler là-dessus pour poser les fondements. Ce qui m'a beaucoup, donc, à contrario, agacé dans les improvisations, et vous le savez tous, c'est que dès que ça se met à parler, ça n'arrête plus de parler. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de frottement. C'est un peu comme un conférencier, une fois qu'il a démarré, il ne s'arrête plus. Il n'y a plus beaucoup de frottement entre le jeu, enfin entre ce qu'il est convenu d'appeler le jeu, et ce qui est convenu d'appeler le texte. Donc je dis parfois, parce que mon exemple est toujours le même, j'ai dû voir à peu près des milliers d'heures d'improvisation qui se passent sur des quais de gare. Et toi aussi, je suppose. Et c'est d'un infini ennui. Ça commence par « Bonjour madame, vous attendez le train ?» ce qui est tout à fait surprenant. Et la dame répond oui. Enfin, il est à quelle heure, dit le monsieur. Et ça continue comme ça. Et donc on peut discuter de gare sur un quai de gare, ce qui est d'un intérêt assez réduit théâtralement, et ce qui ne produit pas beaucoup de choses de l'ordre du jeu. Donc si vous voulez, quand je critique l'improvisation, c'est en ce qu'elle produit aucune énigme, c'est-à-dire en fait, je ne vais pas généraliser outrageusement, mais dans ces cas-là, dans le cas des ateliers où on crée des improvisations à toute allure, il y a une tendance à illustrer soit la situation, soit je ne sais quoi de l'ordre du personnage, qui me semble être le sommet de l'ennui. C'est-à-dire que la situation est absolument illustrée par la prise de parole, sans écart, sans poésie, sans invention de langue, sans rien. Donc, il me semble qu'il y a un travail à opérer pour reproposer des textes qui sont dignes de créer des écarts. Bon, dans mes exemples à 10 francs, j'ai utilisé celui de la gare, j'en ai un autre, qui est une citation de Jean-Luc Godard, qui dit en effet que ce qui l'intéresse, lui, c'est pas tellement de parler d'amour au lit, ou de parler de politique à l'Assemblée nationale, mais se parler d'amour à l'Assemblée nationale et de politique au lit. Là, ça commence à devenir intéressant, et je suis tout à fait d'accord avec cette proposition, c'est-à-dire que là, si j'ose enchaîner comme ça, c'est plutôt les frottements qui m'intéressent au théâtre que les certitudes... pardon. Je retire ça. Non. On a encore le droit de dire ça. Je suis enregistré en plus. Bon. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé ici, qui s'appelait Richard Monod, m'a dit qu'est-ce qu'on cherche là, disait-il, quand on joue un texte, c'est se relationner avec le texte, c'est-à-dire entrer en relation avec le texte, et dans le fond, ce que lui cherchait, c'est une sorte d'équilibre entre l'individu et le texte. Dans les différents débats des chapelles pédagogiques, on a quelquefois opposé les gens qui voulaient mettre l'élève ou la personne au centre et les gens qui auraient voulu mettre le texte au centre. Richard défendait une sorte d'équilibre entre justement la proposition individu qui est en train de se développer et la proposition texte. Moi, j'avais aussi une obsession, peut-être un peu passéiste désormais, vous me le direz, j'espère, montrer l'ouverture du texte de théâtre et, comme on a dit longtemps, je pense qu'on le dit moins, ses sens multiples. Alors pourquoi est-ce qu'on a tellement eu envie d'insister
sur ces sens multiples, c'est que il y a eu une époque, j'aime le rappeler quand même, où l'idée était que le texte avait un sens et un seul. Je ne vous rappellerai pas longuement, mais je vous rappellerai quand même la querelle entre Raymond Picard et Roland Barthes, par exemple, à propos de Racine. Donc si vous voulez introduire un texte dans un atelier, c'est proposer, enfin en tout cas à mes yeux, c'est proposer forcément une interprétation multiple et des propositions de jeu et qui vont être extrêmement diverses. C'est-à-dire que ça n'est pas joué la bonne façon. Peut-être que c'est complètement dépassé, mais en tout cas, par rapport à un certain type d'enseignement de la littérature qui est exclusivement historique, j'aime ouvrir le sens et j'aime ouvrir la possibilité du multiple. Je parle de faisceau de propositions. Ces points de vue multiples sont donc contre les points de vue fermés et autoritaires qui ont perduré jusque, en tout cas, les années 60 probablement. C'est pour ça que j'ai tellement insisté sur l'idée que le texte était une ouverture. Alors, aujourd'hui, une des critiques du texte, c'est qu'il s'agit, selon la formule d'Henri Gouillet, travailler à partir du texte, c'est faire du théâtre à deux temps. Un, il y a le texte, et deux, il y a le théâtre. C'est-à-dire que c'est ça qui est beaucoup débattu depuis, je dirais quoi, 15-20 ans. Or, j'insiste, quand je propose un texte, un bout de texte dans un atelier, c'est pas forcément pour trouver la solution, c'est-à-dire trouver ce système à deux temps. C'est au contraire pour proposer une multitude de solutions. Alors, c'est vrai que je me suis méfié des classiques assez longtemps dans les ateliers, et de moins en moins, pour être honnête, à mesure que les années 70 s'éloignaient. Ça n'étonnera personne. Je devais être un suiveur. En licence pro, avec Claire, scénographe, on a beaucoup travaillé sur des grands textes. Et ça, c'était délibéré. C'est-à-dire, dans les ateliers, on a travaillé sur le soulier de satin, on a travaillé sur Partage de midi, on a travaillé sur Jon Fosse, on a travaillé sur des textes improbables en atelier, sur Wojciech. C'est-à-dire, la proposition scénographique était, on va essayer de monter la première journée du soulier de satin en salle 25. Ce qui est impossible, et du coup, c'était formidable. Encore une fois, je ne prétends pas que c'était formidable, que c'était une espèce de mise en scène, mais c'était une espèce d'occasion de se confronter au texte dans un cadre qui n'était pas un cadre forcément parfait. La salle 25 a des vertus, mais... Salle d'Orte, maintenant, on l'appelle. Oui, pardon, salle d'Orte, oui. Mais pour nous, ça reste la salle 25. Oui, ça reste Oui, pour moi, ça reste définitivement la salle 25. La dénomination d'Orte l'a un peu anoblie, mais oui, c'est vrai. pas tellement. Moi, quand même, j'avais réussi à ce que des étudiants y mettent le feu, donc... Non, mais c'est intéressant, puisqu'on parle du texte. Un jour, on travaillait sur Pyrame et Thisbé, c'est il y a très longtemps, hein. J'étais jeune assistant de Théophile de Viau, et oui, c'était des textes absolument improbables. Et j'étais en train de prendre des notes sur ce qu'il faisait, enfin, très, très sérieusement, et tout à coup, j'ai vu entrer dans la salle 25 l'intendante de la maison ainsi que le pompier de service. En fait, les étudiants avaient commencé à allumer un petit feu de bois dans une gamelle, et la gamelle était en train de foutre le feu à la moquette. Comme quoi, le travail sur les textes est extrêmement productif. Donc, je pense, enfin, alors, est-ce que c'est au nom de la grande culture? Est-ce que c'est au nom de quoi? Je pense que j'aime bien qu'il y ait des morceaux ou des parties de grands textes
en atelier, des textes improbables, pour une raison que je continue à défendre contre vents et marées. Pour moi, le théâtre, c'est avant tout de la langue. C'est-à-dire un auteur sans langue est un auteur qui ne m'intéresse pas. Désolé, je le dis... désolé, non, je le dis crûment. Donc c'est pas avec le souci d'accéder à la grande culture ou oser aborder je ne sais quel niveau de sens exceptionnel. Je crois aussi que quelquefois, il faut arrêter de tourner en rond. C'est-à-dire, si dans un atelier, nous sommes entre nous à jouer des situations qui parlent de l'entre-nous dans une langue qui est la nôtre, on peut faire ça pendant quelques dizaines d'années, tranquillement, ça va déranger personne. Or, je pense que la fonction des ateliers de théâtre est encore, sans doute, de déranger, c'est-à-dire de tenter des opérations, des tentatives, encore une fois, des bouts de texte qui seraient problématiques. Je continue à penser que de temps en temps, je ne ferais pas que ça, si j'avais un atelier d'1 an, mais des bouts de texte, c'est une ouverture et un enrichissement de l'ensemble de la communauté qui y travaille. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on travaille forcément en amont sur une explication littéraire ou dramaturgique. J'ai longtemps défendu aussi l'idée qu'on pouvait entrer dans le texte par effraction, c'est-à-dire sans rien connaître du texte. Est-ce que c'est mon principe tout le temps ? Non. Mais je suis assez partisan d'un va-et-vient où de temps en temps on tente un coup sur un texte, quitte à se replier par la suite pour voir ce qui s'est produit, ce qui est arrivé, ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Inutile. En tout cas, je travaille beaucoup à l'ERAC, j'enseigne surtout la dramaturgie, et je n'enseigne que la dramaturgie active. C'est-à-dire je ne l'enseigne pas autrement que par un va-et-vient entre le texte et le plateau. Et quand on a essayé des choses au plateau, on revient quelquefois à la table. Donc c'est comme ça, et seulement comme ça, que j'imagine l'enseignement de la dramaturgie, et absolument pas strictement autour de la table. Donc, tant mieux si on invente des textes dans les ateliers, mais je me méfie des propos que tout le monde approuve à l'avance et qui relèvent quelquefois de la seule bien-pensance. Je me demande, alors vous me direz quel rapport, si cela ne va pas dans le sens des réseaux sociaux qui encourageraient une sorte d'unanimisme. Plus je suis anonyme, plus je peux dire ce que je veux. Et alors que, encore une fois, je trouve intéressant les frictions entre le texte et le théâtre, et que surtout tout n'aille pas dans le même sens. Le propre du théâtre me semble toujours être cet effet de creuset où se rassemblent, s'allient, se contredisent, s'opposent les ingrédients du théâtre. Donc, je trouverais dommage que l'on renonce à explorer cette faille entre le travail corporel et sensible du jeu et l'arrivée du texte qui fige. L'arrivée du texte académise forcément. Tous ceux qui ont été formidables corporellement, physiquement, de par leur sensibilité, leur sensualité, arrive un texte, tout le monde commence à jouer les comédies françaises années 30. C'est terrible. C'est-à-dire comme si on avait peur d'accepter l'arrivée d'un corps étranger. Du texte vécu comme un corps étranger. Alors il y a eu des tas de solutions, notamment en Russie, pour lutter contre ça, mais je ne vais pas là entrer dans les détails. Donc je trouverais dommage que l'on renonce à découvrir des textes nouveaux sous prétexte que c'est difficile. Je viens encore d'aller travailler dans un endroit où il y a depuis longtemps une espèce de comité de lecture, et j'aurais proposé un texte difficile. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, certains le connaissent, un texte de Anja Hilling, un texte allemand,
qui s'appelle Nostalgie 2175. Et c'est un texte extrêmement étrange, complexe, et à chaque fois que j'ose amener un texte difficile, bizarrement, les gens sont extrêmement passionnés et séduits par ce texte, une fois la première résistance passée. C'est-à-dire que je trouve qu'on aurait tort de s'auto-censurer en disant je ne vais pas prendre un Yaïlim, je vais prendre un texte plus tranquille pour travailler, alors qu'au contraire, ces textes-là sont des formidables déclencheurs d'imaginaire et de jeu. Alors, pourquoi il y a eu aussi une période, évidemment, où on a beaucoup travaillé ou introduit dans les ateliers des textes contemporains, certains disant, bah oui, les textes contemporains parlent vraiment d'aujourd'hui. J'en suis pas si sûr. J'en lis des quantités, c'est une partie de mon métier, qui ne débite que des lieux communs. Mais vraiment, j'étais encore ce matin à un comité de lecture de la mousson d'été, et on est parfois assez désespéré par ce qu'on lit. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça va vous amuser, mais vous savez qu'il y a eu la Coupe du Monde il n'y a pas longtemps. Eh bien, il y a eu une vague de textes qui parlent de football. Dieu sait si j'aime le football, mais je ne voyais pas la nécessité. Vous savez, alors aucun rapport, désolé de faire le lien, mais depuis 5 ans, 10 ans, on a lu dans les comités de lecture des centaines de textes qui parlent des migrants. Mais comment en parle-t-il ? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils parlent des migrants que ces textes sont forcément intéressants. C'est-à-dire, ils en parlent de manière presque toujours convenue, voire, enfin, encore une fois, je ne veux pas du tout rabaisser ou dire que c'est pas une vie épouvantable que d'oser se lancer sur les mers. Mais je veux dire, si les textes de théâtre commencent à faire des mélodrames médiocres ou à s'apitoyer sur le sort des migrants, je vois pas l'intérêt théâtral. J'en ai un peu assez de me taper des soirées d'ennui profond sur des textes convenus qui parlent de manière convenue de situations convenues. Donc, je reste un amoureux de textes contemporains, mais à chaque fois qu'ils osent sortir des lieux communs. J'enseigne dans le DE à Marseille depuis 3 ans, et dans le fond, je n'amène que des textes difficiles, tout le temps. Et c'est là qu'il se passe des choses réputés difficiles. Moi, j'entends bien que des gens peuvent ne pas approuver la biographie de Claudel, mais je suis un amoureux du soulier de satin, éternellement. Et chaque fois que je peux le caser dans un atelier, je travaille sur un bout de soulier de satin, ce qui est une espèce de stupeur, parce que pour certains, il y a une vraie découverte d'un texte incroyable. D'autre part, et là c'est une parenthèse, je crois toujours à ce que Umberto Eco a appelé l'encyclopédie personnelle, c'est-à-dire le fait qu'on a le droit de ne rien savoir, ou de peu savoir, que la première fois que j'ai lu un texte, j'en connaissais un, et puis avec le temps, on en lit de plus en plus. Donc c'est-à-dire cette espèce d'enrichissement, c'est le contraire de dire on va amener dans les ateliers ce qui est prévu ou convenu ou raisonnable pour un atelier pour des gens de cet âge. J'aime casser cette idée-là. Je voulais terminer, ça va être un peu plus long, attirer votre attention sur une expérience particulière d'atelier qu'on fait à la mousson d'été. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser en soi. C'est-à-dire que les ateliers étaient archi spécialisés. Il y avait des ateliers d'écriture, il y avait des ateliers de jeu, et il y avait des ateliers de dramaturgie. Et quand je suis arrivé à la mousson d'été, il y a maintenant 20 ans, le directeur du festival me dit « Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas entre l'université d'été et le festival. » J'ai dit « Vous avez travaillé sur quoi l'année dernière ?» Il me dit notamment sur Coltès, qui était mort. Or, il y avait 35 auteurs vivants
qui étaient présents à la mousson d'été. Donc, j'ai proposé qu'on cesse de faire des ateliers. J'ai rien, encore une fois, contre ces ateliers-là ailleurs. Mais à la mousson, j'ai proposé qu'on introduise des ateliers qui sont des ateliers qui font feu de tout bois. C'est-à-dire que le propos des ateliers à la mousson, c'est d'essayer d'entrer en relation, comme disait donc Richard Monod, avec les textes qui sont cette année-là au festival, et tous les moyens sont permis. C'est-à-dire qu'un atelier peut faire un peu de jeu, un peu d'écriture, un peu de dramaturgie, ou beaucoup, selon le responsable de l'atelier. C'est-à-dire le propre de ces ateliers-là sont d'entrer en relation avec des textes complexes. Je sais pas si vous avez déjà fait des expériences comme ça. C'est extrêmement passionnant de voir par exemple des gens qui sortent d'une lecture en disant « ce texte est nul ». Peut-être. Et si on le travaillait un quart d'heure? On travaille un quart d'heure et il y a des gens qui disent bah, « il est peut-être pas si nul que ça ». C'est-à-dire que l'enjeu donc est d'essayer d'explorer, de creuser, de provoquer, non pas strictement de manière intellectuelle, en disant penchons-nous sur le texte, la fable, machin, etc. Bon, ça, on sait faire, un institut, mais de varier les approches, et de bousculer un peu celle-là. Une belle expérience que j'ai pu faire d'atelier, c'est du même tonneau, c'est pour ça que j'en parle. C'était à Avignon, c'était avec pour les lycées agricoles, pour les profs de lycées agricoles de la région de Toulouse qui venaient au Festival d'Avignon. Et donc on m'avait dit, tu les fais travailler le lendemain sur le texte qu'ils ont entendu la veille, la mise en scène. Et au lieu de faire une espèce d'approche, bon alors qu'est-ce qu'on a vu, est-ce qu'on a bien tout compris, est-ce que toutes les questions ont été réglées, eh bien je faisais jouer des bouts. Vous avez vu Partage de midi, vous trouvez que tel acteur était nul, ok. Je vais vous donner 5 versets du Partage de midi. On va les travailler un peu, juste pour voir comment ça se respire. Ou bien, on va travailler sur ce petit fragment. Vous n'avez rien compris à la mise en scène? On va essayer de la reconstituer là pendant 25 secondes sur un moment qui vous a paru un moment clé. Donc en fait, on refaisait en atelier, où on essayait de refaire des choses qu'on avait vues la veille. Et au lieu d'en parler, on le faisait. C'est-à-dire, je suis toujours de plus en plus... je crois que j'ai toujours été un peu comme ça, mais de plus en plus persuadé qu'un atelier, c'est un lieu d'action. Enfin, en tout cas, d'activité. Et que les approches extrêmement concrètes, comme celle-là, sont très, très bénéfiques. Je veux dire, il ne s'agit pas de sauver un texte que vous n'aimez pas, ou de sauver un acteur que personne n'aime, c'est pas le propos. C'est de dire, avant de cracher, avant de refuser, avant de nier, avant de dire je ne comprends pas, et si on essayait de voir ce qui se passe. Vraiment. Je ne me souviens pas je crois pas avoir vu jamais des gens refuser d'entrer dans un travail comme ça, qui tout à coup les mettent en relation différemment avec le texte. Par exemple, ça c'est plus banal, mais de faire écrire un petit peu, juste un petit peu. Pas forcément à la manière de... Mais tiens, il y a une chose... Est-ce qu'il y a une chose qui manquerait? Vous voulez écrire ce fragment-là? On écrit ce fragment, ou on joue un petit fragment. Et ça donne des résultats... en tout cas, c'est ce qu'on applique de manière systématique dans un atelier à la mousson. Des résultats assez intéressants. Voilà, Alors, vous voyez bien que... Je ne crois pas qu'aux ateliers avec texte. Je ne me présente pas comme une espèce de sauveur du texte à une époque où les textes ne sont plus à la mode. Mais je crois aux ateliers comme les lieux d'essayage, de friction et de contradiction. Donc je me méfie de tous les unanimismes. Pour moi, en général, les textes que j'aime sont des textes qui empêchent de penser en rond. Et c'est pour ça que, probablement, je demeure textocentriste. Comme le disait Patrice Pavis, déjà, il y a très longtemps.
Voilà, écoutez, je pense que c'est plus intéressant qu'on échange, parce que j'ai survolé certaines choses, peut-être envie de voir développer ou contredire. Hein. Bienvenue à la contradiction. Je suis prêt à échanger une vieille lune contre nouveauté. Oui, moi, je Alice. ne sais pas ce que c'est que la mousson d'été. La Mousson d'été est un festival de théâtre contemporain qui existe depuis 25 ans, dont la mission est de faire découvrir, de faire entendre des textes qui existent. Enfin, il y a une prétention mondiale. Et on lit des textes de toutes origines. Donc, il est dirigé par Michel Didim, qui est actuellement le festival. Michel est actuellement le directeur du Centre dramatique de Nancy. On se réunit toute l'année en comité de lecture pour sélectionner des textes. Ce matin, il y avait un texte japonais, un texte allemand, moi j'avais un texte irlandais, un texte turc, vous voyez, dont on parle. Et on en sélectionne un certain nombre qui sont mis en lecture ou mis en espace pendant la mousson, qui dure 6 jours dans la bonne ville de Pont-à-Mousson, en Lorraine. On achète 2 ou 3 spectacles pendant la semaine, et en même temps on accueille environ 70 stagiaires de l'université d'été qui sont répartis dans 5 ateliers faits par des auteurs, des metteurs en scène, des dramaturges, sur ce modèle de vous faites comme vous voulez, mais c'est une approche multiple. C'est-à-dire c'est un lieu où l'on s'efforce de découvrir et de faire partager des textes forcément contemporains. Moins ils ont été publiés et joués, plus ils nous intéressent, parce que on a en principe une fonction de découvreur. Donc il y a des acteurs professionnels qui sont là pour les mettre en espace et les jouer. Et puis il y a 70 personnes en général qui viennent pour... Si c'est découvert, c'est traduit. Ah ben ça a été traduit soit par la maison Antoine Vitesse, soit, si vous voulez, enfin si ça vous intéresse, vous irez voir sur le site, on a un site Mousson d'été, vous pouvez proposer votre candidature, on prend assez largement les gens, on est content. Ça croise des enseignants, des étudiants et des professionnels dans les ateliers, en général. Oui, la traduction, soit la maison Antoine Vitesse nous a déjà, ou d'autres maisons de traduction nous ont déjà donné des textes, soit, vous savez, maintenant, il y a une pratique bizarre, les textes circulent en anglais. C'est-à-dire que dans les comités, je suis souvent le lecteur, quelle que soit l'origine du texte. Un texte croate ou un texte turc va circuler en anglais en attendant. Et pourquoi en anglais? Pourquoi pas en français? Parce que ça coûte très cher de le faire traduire. C'est pas nous qui décidons ça. C'est-à-dire que l'auteur turc ou l'auteur croate nous envoie le texte en anglais, parce qu'il peut l'envoyer aussi en Allemagne, en Espagne, en Italie, enfin comme une espèce de langue commune. Alors évidemment, c'est pas le texte. Enfin, bon, moi je suis en général, je suis un des lecteurs de l'anglais, si tu veux. Bon, il y a des... Évidemment, il faut essayer de mesurer ce que le texte a perdu en étant du turc à l'anglais. Alors, si on le choisit, on le fait traduire en français, rassure-toi. Mais là, on paye. On a des bourses de traduction, et là, on le fait paye. traduire du turc, pas Oui, de l'anglais. du turc. Non, c'était une blague. Oui, bien sûr. Non, mais c'est... bien sûr, pas l'anglais. Alors, c'est très compliqué d'évaluer un texte qui n'est pas... qui n'est ni dans sa langue d'origine, ni dans la langue du lecteur, qui est dans une langue intermédiaire. Je me suis surpris, et j'ai un peu honte, je me suis surpris à surévaluer certains textes en anglais, parce que je les lisais en anglais avec bonheur. Ah oui, bien sûr. Ce qui est pas bien, mais maintenant je le sais, je fais gaffe. Voilà, j'étais un peu rapide sur la mousson. Mais... Là, vous pouvez vous y inscrire. Il y a Catherine qui peut vous en Catherine, parler. Oui. Elle est sociétaire. Et les ressources. Elle est sociétaire. Oui. Elle aura des avantages incroyables, des coupes de champagne. Oui. François ? Oui, François. Est-ce que dans le texte que vous publiez à la mousson, il y a des textes à destination des ateliers ados? Alors, il y a la mousson d'été se décline aussi en mousson d'hiver.
Elle va avoir lieu le mois prochain. Et à ce moment-là, c'est une formule qui est relativement banale. On donne à un certain nombre de lycées, c'est des lycées je crois, enfin c'est pas moi qui m'occupe de ça, donc des textes contemporains toujours qu'on a choisis, et les lycéens les mettent en espace ou en lecture, avec leur prof et un intervenant, et donc pendant 3 jours, ils se retrouvent à la Mousson pour échanger, pour présenter ces textes et échanger. Donc oui, il y a des textes ados. On a découvert il y a longtemps Dennis Kelly, par exemple, à la Mousson d'été, qui est un des auteurs anglais pour ados que je trouve, c'est pas seulement pour ados, mais qui est maintenant assez connu grâce à la télévision britannique. Mais voilà. Oui, on fait ça. On a même fait une mousson sur l'eau, qui était une tournée en péniche. Voilà. Mais c'est plus le cas, ça coûte trop cher. Oui, non, il y a une multitude de textes, on reçoit toutes sortes de textes, donc on n'élimine pas les textes pour jeunes, publics, on les oriente vers la mousson d'hiver. Ou bien, aussi ça c'est un débat, il y a aussi un groupe amateur à Pont-à-Mousson qui chaque année présente un des textes qu'on a retenus. Avec un travail spécifique fait avec des intervenants spécifiques. Pardon. Non, c'est juste, je me demandais sur cette idée de texte difficile, enfin de langue particulière, concrètement, comment on fait enfin, quand on est face, par exemple, à des jeunes ados, des choses comme ça, comment on met en travail, comment on démarre ce travail-là? Est-ce qu'on ne se fait pas passer par la fenêtre d'emblée? C'est ça, bien sûr. De quoi? Non, Ah non, c'est pas dans ce cas-là. Écoute, moi je crois vraiment au fragment, c'est-à-dire à la dose homéopathique qui va créer un démarrage qui va être complètement peut-être discuté, qui va être trouvé bizarre, bon. Mais j'insiste. Honnêtement, je n'ai plus vu d'ados résistants depuis un certain temps. Hein, vous êtes plus spécialiste que moi, mais je fais toujours des ateliers quand même. Je veux dire, même dans les écoles professionnelles, les élèves ne sont pas forcément séduits d'emblée par les textes. Hein. Il y a tout un travail à accomplir. Moi, un de mes moyens, c'est vraiment le découpage d'un tout petit fragment qui crée l'envie d'en savoir plus. D'accord. Quand je vous disais vos chaussures, vous les avez enlevées, comment etc. Bon, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, on va voir. Qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est-à-dire, comme disent les spécialistes, c'est aussi une occasion de créer des horizons d'attente. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben, toi, tu penses ça, toi, tu penses ça, toi, tu penses ça, ok, faisons ça, testons-le, et retournons au texte. Et je sors la 2e page. C'est-à-dire, je procède beaucoup à des lectures au ralenti, ou à des mises en jeu au ralenti, c'est-à-dire par morceaux, en créant à chaque fois une envie. Jamais de texte massif avec un public qui n'est pas du tout gourmand de texte. Enfin, je ne donne pas 4 pages de Claudel, mais je ne renoncerai pas à donner 20 lignes de Claudel. Oui, d'accord. Okay. C'est très bête hein, comme solution, mais c'est une des solutions, et la mise en jeu fait découvrir des points d'appui. Donc tu peux continuer ou en servir un autre. Ou bien chercher, enfin par exemple Anya Hilling, le texte dont je parlais, Nostalgie de 1175, il y a une espèce d'énigme permanente dans le long monologue qui ouvre la pièce, c'est l'adresse. On ne sait pas à qui elle s'adresse. Donc je partirai de ça probablement. En fait, on découvre progressivement, en tout cas, le lecteur peut penser qu'elle s'adresse au bébé qu'elle a dans le ventre, et pas au public. Enfin, c'est assez joli, enfin, c'est plus que joli, c'est très beau, d'autant plus que ce bébé n'a pas beaucoup de chance de naître, puisque c'est dans un monde, enfin, bon, c'est de Nostalgie de 1175 de science-fiction, un monde brûlé où les êtres humains ont la peau tellement fragilisée par les températures ambiantes qui peuvent plus se toucher jamais. Donc il y a très peu de gens qui font encore des bébés, on se demande comment ils ont fait. Voilà un démarrage. Raconter comme ça, t'as envie. Enfin, je parie. Tu vois, si je dis, attendez, c'est un texte science-fiction, machin, sur l'état de la planète, c'est moins vendeur. Mais par exemple, le discours au bébé, moi je l'aime vraiment beaucoup. Et là, je travaillerai que sur l'adresse au bébé d'abord.
si je devais démarrer un atelier sur Nostalgie. Ingrid? Vous avez parlé des textes difficiles comme étant des déclencheurs de jeu et d'imaginaire. Mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un texte difficile? Est-ce que c'est un texte qui dérange, un texte qui pose des questions, un texte qui emmène ailleurs, un texte qui résiste? Oui, ça veut rien dire difficile, je suis d'accord. En fait, souvent, pour beaucoup de gens, c'est un texte extrêmement troué. C'est-à-dire un texte très elliptique. Mais, ça peut être à l'opposé. C'est-à-dire, ça peut être un texte surabondant. Bon, Novarina ou Claudel, c'est des textes difficiles et c'est pas des textes troués. C'est des textes qui disent tout, enfin, ou qui en disent trop, ou plus que tout. Enfin, ils disent pas tout, ils disent autre chose que ce qu'on attend. Donc, je suis d'accord avec toi, ça veut rien dire. Un texte difficile, ça veut dire un texte pas forcément encore reconnu, pas forcément... Ouais, quand même, à la Mousson, il y a souvent des débats, il y a parfois des textes avec une langue inventée, par exemple. Ça pose des problèmes. Bon, ça peut être aussi des textes dont effectivement, les sujets... On a eu des vagues de textes, ce qui nous a valu quelques ennuis, traitant de pédophilie ou de viol. Et donc, il y a évidemment des gens qui ont soupçonné le comité de lecture des adeptes de ces sports-là, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais voilà. Il se trouve que nous, on est aussi face aux textes qui racontent actuellement les pires horreurs. Les pires horreurs. Il y a eu une vague énorme de trash qui a traversé toute l'Europe à partir d'un certain nombre de textes qui ont eu du succès, si vous voulez. Donc ça ne veut pas dire qu'on choisit que des textes trash, mais on reçoit aussi ces textes-là. Est-ce que ce sont des textes difficiles? Ce sont des textes qui dérangent. Je pense que pour moi, un bon texte de théâtre est un texte qui me résiste, et à la lecture et au jeu. Et c'est parce qu'il me résiste qui m'intéresse. Si je comprends tout d'emblée, je n'ai pas forcément envie de le mettre en jeu. Et comme disait Vinaver, si je comprends rien, non plus. Mais par exemple, je viens de lire un texte pour ce matin, donc c'est très rare que je fasse ça parce que je suis assez paresseux. J'étais obligé de le lire 3 fois, longuement, tranquillement, pour commencer à voir où il allait. En fait, une fois que j'ai trouvé des clés, c'est assez simple. Mais d'emblée, je comprends qu'il y a des auteurs qui n'aident pas non plus. C'est-à-dire, il y a 3 personnages, dit-elle, dit l'auteur, et ensuite, on voit apparaître plein de voix et plein de petits personnages qu'elle n'a pas annoncés du tout dans le projet. Donc, pendant un temps, le lecteur, il dit « Mais je comprends rien, qu'est-ce qui se passe ?» Mais bon, là, elle aurait donné juste une petite indication en disant « Tout le monde peut faire toutes les voix, c'est un théâtre de voix, ok. » J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment ça marchait, et j'ai fini par comprendre et par aimer beaucoup. Mais c'était un texte ardu. Alors, je suis un peu, pour être honnête, j'aime bien les textes bizarres. Je suis un peu déformé par 25 ans, 30 ans de lecture, enfin 30 ans. Je lis depuis plus longtemps, mais j'avais appris avant. Mais, je veux dire, ma vraie spécialisation universitaire dans les textes contemporains a démarré dans les années 80. Effectivement. Mais j'aime bien les textes qui résistent, oui. Ce qui m'embête avec certaines dramaturgies de plateau qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que rien ne peut résister puisqu'on s'arrange. Il y a un moment où ça m'est arrivé de mettre en scène des textes avec l'auteur à côté de moi. Donc c'est extrêmement tentant de dire à l'auteur « Ta scène, elle est mal foutue, tu vas la réécrire. » Il y a peu de metteurs en scène qui se disent « C'est peut-être moi qui n'arrive pas à la mettre en scène. » C'est une vraie question pourtant. Un texte qui te résiste, c'est pas forcément un mauvais texte. C'est un texte difficile. Enfin, voilà, l'échange est compliqué. Donc se tourner vers l'auteur ou dire on va arranger un petit truc entre nous pour que ça passe. Bon, moi je peux toujours déguiser un texte. Hein. C'est un métier aussi. On peut toujours faire un truc sympa avec un texte incompréhensible. Mais c'est pas l'objet. Ah bon, pardon, je m'échauffe. Il est temps.
y a d'autres choses. Oui. Alice. On n'a pas abordé la question des publics d'ateliers. Ouais. Et en ce moment, on travaille avec Bernard Grosjean sur la création d'un corpus autour d'une thématique et on trouve texte qui marcherait pour des élèves de primaire, qui marcherait pour des collégiens, qui marcherait pour ceci, cela. Et différemment qu'un public adulte, mais avec le même Ouais, sujet. moi je suis d'accord avec toi. Moi je suis un très mauvais pour répondre à ça parce que ma principale expérience, c'est mes enfants. Quand ils voulaient lire quelque chose, la bibliothèque est là, prenez ce que vous voulez. Et donc il y avait des stupeurs, quoi. Ils disaient, mais c'est bon. Moi j'ai toujours lu, enfin comme je suis un lecteur incorrigible hein, depuis tout petit, et ça s'arrête pas, quoi. Je lis plusieurs romans par semaine, je lis plusieurs pièces par semaine, je suis fou. Donc je comprends pas bien ce qui va à tel ou tel âge, quoi. Je comprends qu'on se pose la question des publics, mais personnellement, je peux pas répondre à cette question parce que tout me va, quoi. Je tenterai des coups avec un peu toutes sortes de publics différents. Je sais pas si. Enfin, non, mais j'entends bien. On a le droit de faire ça, et sans doute il faut, mais moi je peux pas. Je suis incapable. Je peux pas choisir. Je ne sais pas ce qui va à tel ou tel âge. Et mes malheureux enfants cobayes ont survécu à tout ça, quoi. Ils vont bien. Bon, ma fille la plus jeune, qui a maintenant 18 ans, elle me parle de tel ou tel roman en me disant « Papa, tu me l'as donné, j'avais 14 ans, c'était dur. Mais alors, qu'est-ce que j'ai aimé ce texte, c'est incroyable. » Bon, elle parle un peu comme ça. Donc, tellement gueule. Tu te rappelles, il y a quelques années, du spectacle de Gilberte Saille, oui. Où elle faisait jouer, elle avait fait travailler avec des écoles primaires, et elle leur faisait jouer des textes de Roland Barthes, je pense, et elle faisait des rituels comme ça, on rentrait en classe, et les discussions des élèves en rang, comme ça, ils parlaient avec les mots de Barthes. Elle a fait tout son spectacle comme ça, en collant sur des rituels tout à fait quotidiens des enfants, et elle collait des textes classiques ou des textes théoriques. Elle s'est fait une espèce de spécialité du décalage entre un petit monde d'enfants qui était bien traité. Hein. Ils jouaient, ils avaient des trucs sur le plateau, ils avaient ce qu'ils voulaient, et en même temps des textes qui n'étaient pas ni pour eux, ni destinés à eux, ni forcément destinés à être interprétés par eux. Ça crée des décalages absolument formidables. C'était sa spécialité. Donc c'est une... Moi, je sais pas, j'ai atteint un certain âge maintenant, est-ce qu'il y a des textes pour après 70 ans ? Il faudra me les signaler. Vous savez que Tintin était prévu de 7 à 77 ans. Hein, donc, ma belle-mère, à 77 ans, m'a dit « Je ne peux plus lire Tintin maintenant ». Je vais rassurer en disant « Mais si. » Pardon, je commence à délirer. D'autres choses. Comment il s'appelle celui qu'on dit déjà Jean-Pierre, je voulais te demander tout ce dont tu nous as parlé. Tu n'as pas parlé de situation. Non. Or, tu as beaucoup travaillé sur le jeu dramatique, qui était quand même quelque chose qui était basé beaucoup sur la situation. Oui. Après, bon, tu as travaillé sur les textes contemporains, mais aujourd'hui, comment tu te positionnes par rapport à cette notion de situation, enfin, ou comment tu... Moi, j'ai assez Parce vite... que... il me semblait m'être éloigné assez vite, même en jeu dramatique, de la situation. Parce que je trouvais que ça relevait strictement du vieux théâtre. C'est comme le conflit. Le conflit, la situation, pour moi, ça pose un théâtre... vieux. Ça pose un théâtre particulier, qui est le théâtre dramatique. Et à force de me frotter au théâtre contemporain, je ne voyais pas forcément
la nécessité de passer par là. Je ne dis pas que le théâtre de situation n'existe pas ou ne doit pas exister, ou le théâtre du conflit, mais c'est pas forcément ma première urgence. Par exemple, quand je te dis, je démarre de alors rien, je sais pas si c'est une situation, mais tu vois, ça m'intéresse plus de démarrer de manière incongrue comme ça que de dire bon voilà, c'est un repas de famille, etc. Bah, sauf que en faisant ça, tu reconstruis de la situation. C'est-à-dire que tu demandes, à tes joueurs de reconstruire de la situation d'énonciation. Oui, mais je la donne pas. Et ce qui oui, m'intéresse, c'est la situation d'énonciation. Mmh. Mais si tu veux, le jeu dramatique, sauf erreur, mon bouquin date de 77, donc j'ai un peu changé. Et mon rapport à ça aussi, et probablement même mon rapport au théâtre, et le théâtre a changé. Donc c'est compliqué, c'est pour ça que j'avais un peu commencé par là. Est-ce que les ateliers peuvent s'inspirer des pratiques professionnelles qui changent, enfin qui évoluent? Et c'est une bonne question. Pour moi, c'est une question capitale. Ma réponse est évidemment oui. Mais comment on fait et où on va se former pour ça? C'est-à-dire, pas seulement sur la question du répertoire, mais sur les façons de faire. Encore une fois, il ne s'agit pas de tout jeter, hein, de dire je ne veux pas entendre parler de situation, etc. Par exemple, je suis beaucoup plus, tu as prononcé le mot, je suis beaucoup plus intéressé par un théâtre d'énonciation que par un théâtre de situation. Parce que il y a une partie du théâtre contemporain qui est strictement un théâtre d'énonciation. Oui. Ça parle, on ne sait pas toujours d'où ça parle et pour qui ça parle, mais ça parle. Donc il faut trouver comment ça peut parler comme ça. Et pourquoi, et quel est l'intérêt de parler comme ça. Donc ça, moi, ça me passionne, ça, la question de l'énonciation. Et je suis un adepte de la conversation. J'ai inventé, il y a quelques années, une machine à conversation. Qui permet de produire des conversations sur mesure. Non, c'est vrai. Je m'en sers beaucoup. Définir ce que Hein? Non, la question semble simple, mais en fait, c'est compliqué parce que il faut définir qu'est-ce que c'est situation. Il y a tellement de définitions du mot situation. C'est incroyable. Donc, si on commence pas par définir ce que c'est, on ne sait pas si on est pour ou si on est contre. Si on le fait, si on en tient compte, si on n'en tient pas compte. Hein? Quand tu parles d'une expression, c'est une situation textuelle. Si on élargit la définition du mot situation, si on prend situation au sens de la Gestalt, c'est l'ici et maintenant, ça dépend. Situation, c'est... Oui. Si tu veux, il y a une espèce d'ironie sous-jacente qui est qu'on sait bien qu'il y a une époque où tous les metteurs en scène disaient à l'acteur « joue la situation ». Sois toi-même, ne joue pas. On ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas. Le problème, c'est que dans beaucoup de théâtres contemporains, tu ne vois pas où est la situation. Si tu dis à l'acteur joue la situation Coco, le Coco, il te dit ouais, c'est quoi? Ou alors la situation, elle est tellement mince qu'elle n'a pas d'intérêt. Pardon. Ça s'est déplacé beaucoup. Pardon? Je disais, ce qui est intéressant, c'est que souvent les élèves ont tendance à vouloir justement, quand on leur présente des fragments de texte, à vouloir tout de suite resituer, mettre une situation très précise, et que justement les textes qui résistent les forcent aussi à sortir de cette habitude. Moi, je pense que ça ouvre l'imaginaire. Je pense que l'éducation nationale habitue quand même à quel est le contexte. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer après. Voilà. Donc si tu balances un fragment sans dire quel est le contexte, bon, les malheureux élèves, évidemment, ils seront un peu surpris. Il faut les habituer probablement... Enfin, Moi, il me semble que c'est bien de les habituer à toutes sortes de choses, y compris à ne pas utiliser les contextes. C'est vrai que ne pas avoir le contexte, ça met tout le monde mal. Quel est le contexte? Moi, j'aime beaucoup les textes ambigus, parce que tu ne sais pas quel est le contexte, justement. Oui. Parce que j'étais avec des élèves élémentaires et je leur ai proposé des fragments d'un très beau texte de Sylvain Lesdais qui est dans le sens contraire au sens du vent. Et ce ne sont que des phrases d'énonciation. Et en fait, mes élèves étaient en difficulté. Et c'est vrai que j'ai dû faire le travail que vous proposiez, de leur faire entendre la langue.
de travailler l'imagination, mais juste d'être debout et de dire j'aime la buée sur les carreaux d'hiver, c'est pas forcément facile pour eux d'être face à tout le monde, debout, tout seul, avec juste cette petite phrase. Ben, peut-être qu'ils ne sont pas tout seuls. Peut-être, pour moi aussi, c'est adressé. S'il y a énonciation, il y a un émetteur, mais il y a aussi quelqu'un qui entend. Et si je dis j'aime la buée sur les carreaux l'hiver à ma grand-mère ou à ma voisine ou à je sais pas qui ou à la femme que j'aime, ce sera pas forcément la même chose. Donc énonciation, ça veut dire aussi à qui on parle. Hein. Donc je trouve que, enfin ça aussi c'est un de mes vieux dada, je pense que l'éducation nationale ne travaille pas assez sur l'adresse. C'est-à-dire que les lectures sont faites pour ne pas être, surtout pour ne pas être entendues. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une lecture qui s'adresse à personne ? La première chose, même avec des jeunes professionnels, la première chose qu'ils apprennent, en tout cas avec nous, c'est à parler à quelqu'un. Enfin, à s'adresser à quelqu'un. C'est-à-dire à ne pas... Et une lecture texte en main, on apprend aussi à l'adresser. C'est un moment fabuleux. Mais je suis d'accord, c'est difficile, mais c'est pas pour faire. Mais comme disait Jacques Lassalle, le théâtre c'est difficile. Et comme disait Anne Ebersfeld, la terre est basse. Oui. Peut-être un petit peu vague. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la théorie de Ah, du post-dramatique. Et aussi pour la manière de travail comme la dramaturgie, mais dans le côté de l'Allemagne. Qu'est-ce que vous en pensez ? De la façon de travailler la dramaturgie en Allemagne ? Oula. C'est pas la dramaturgie comme... Non. Écoutez, notre groupe de recherche que j'ai dirigé en compagnie de Jean-Pierre Sarrazac pendant une vingtaine d'années ici, a pas mal travaillé sur le dramatique et un petit peu sur le post-dramatique. Pour Jean-Pierre Sarrazac, qui a écrit des choses assez violentes là-dessus, le post-dramatique n'existe pas. Donc il était en désaccord avec Lehmann. On est probablement... Je pense que le post-dramatique, ça a été une espèce de façon commode de nommer les choses il y a 20 ou 30 ans, 20 ans, quand on n'avait pas les mots pour ça. Je pense qu'on n'en est plus là, qu'on est ailleurs, que ça n'a plus beaucoup d'importance. Enfin, je ne suis pas convaincu de l'importance du concept. À tort ou à raison, mais je veux dire, je suis très influencé par Jean-Pierre Sarrazac sur cette question. Et je suis fidèle. En tout cas, en idée. Sur la dramaturgie allemande, je parle pas l'allemand. Je n'ai jamais travaillé en Allemagne. Je sais qu'il y a des bandes de dramaturges, enfin des groupes de dramaturges attachés au Grand Théâtre. Moi, je me méfierais, je ne sais pas si je parle de la dramaturgie allemande, je me méfierais de toute dramaturgie qui dit à l'avance ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, je suis parfois perplexe, allemand ou pas, de dramaturgies qui sont des dramaturgies qui disent voilà, c'est comme ça, donc il n'y a plus qu'à le faire. Oui. C'est-à-dire que une espèce d'injonction, quoi. Pour moi, la dramaturgie n'est jamais injonctive. C'est la première chose que je dis à mes élèves à Cannes. L'intérêt de la dramaturgie, c'est de ne pas être injonctive, c'est de permettre à certains moments d'avoir une boussole. Et à un moment donné, on se dit où est-ce qu'on est dans le maquis du travail. Où est-ce qu'on est dans cette jungle? Alors, je suis très admiratif des écritures allemandes qui ont développé probablement le plus d'innovation ces 30 ou 40 dernières années. Hein. On a presque toute l'Europe à suivre. Enfin, avec plus ou moins de bonheur. Mais en tout cas, par exemple, penser que... Alors, je ne sais pas qui a commencé le premier, mais dans la façon de, justement, de l'énonciation, pour les énonciations,
on raconte et on joue en même temps, dans beaucoup de textes. Aujourd'hui, c'est devenu une espèce de chose constante. Je parle au public, je raconte, et après, je m'adresse à mon camarade et on reprend le dialogue ensemble. C'est devenu d'une banalité totale. Il n'y a plus de récitant, de narrateur, machin. Tout ça, c'est... Bon. Daniel Danis, le Québécois, m'a dit, quand je l'ai monté il y a 20 ans, il m'a dit, c'est moi qui ai commencé le premier. C'est pas les Allemands. Bon. Peut-être c'est vrai. J'aime beaucoup Daniel, donc je pense que c'est vrai. Et puis, il y a des grands auteurs allemands qui faisaient ça aussi. Donc peut-être il y a eu une rencontre à un moment donné. Ça, c'est une des choses, je pense, qui a le plus secoué le théâtre, c'est ce changement de mode d'énonciation. Est-ce qu'ils doivent ça à la dramaturgie allemande? Enfin, vous parliez des dramaturges ou des auteurs? Enfin... D'accord. Bah, moi, je crois qu'un théâtre, un théâtre qui peut profiter de la présence dans les murs de philologues, de savants, de philosophes, de gens qui savent, c'est bien. Après, à condition qu'il ne soit pas injonctif, qu'il laisse de la place à l'effraction, au hasard, à ce qui est artistique, à ce qui arrive. On ne savait pas que ça allait se passer comme ça, mais ça se passe comme ça. Moi, j'aime assez le travail mystérieux de la répétition, qui a dont le mot est totalement bizarre en français. Comme si, en fait, répéter, ça consistait à répéter. Or, répéter ne consiste pas à répéter. Ça consiste à essayer. L'italien est bien meilleur. N'est-ce pas? Prova. Prova. Oui, Joanne. Peut-être que, si je comprends bien, on pourrait dire que la position, ça serait d'éviter de s'autocensurer et de penser à la place du public qu'on a en atelier, c'est-à-dire que finalement on peut s'autoriser tout texte. Oui, enfin pour moi, oui. Et que c'est plutôt, qu'il n'y a pas de texte a priori pour possible à utiliser ou impossible à utiliser, c'est-à-dire que par le fragment, on peut s'autoriser tout ce dont on a envie et on n'a pas parce qu'il y a, moi je suis un style, donc il y a une autocensure qui peut venir de ce qu'on pense pouvoir faire en fait. Écoutez, je suis dans une posture commode. Oui. Je suis pas à ta place, je suis pas un style. Donc toi, j'ai pas le poids des parents, j'ai pas le poids de la direction, j'ai pas le poids sur le dos. Donc quand je travaille dans une école de théâtre, peut pas m'arriver grand-chose, effectivement. Donc, non, mais j'entends. Sinon, je dirais oui. Je dirais oui, en sachant que les conditions institutionnelles sont pas simples. Donc, je vais pas prétendre donner des leçons à des gens qui sont sur le terrain. Je viens de constater, enfin, je vais encore parler de mes enfants, mais ma fille est en classe préparatoire, elle est en option théâtre avec un professeur qui est actuellement mis en danger par l'institution, qui trouve que c'est pas comme ça qu'il doit enseigner. Bon. Alors, comment est-ce qu'il enseigne? Il travaille beaucoup le corps. Ça s'appelait pas à la proviseur, qui connaît rien au théâtre, hein, mais c'est rien, ça lui plaît pas quand même. Il a invité régulièrement des réfugiés qui apprennent le français à Normal Sup à venir se joindre à son atelier. Ça, c'est un problème considérable. Vous imaginez qu'une des petites minettes se fasse par ces gens. Bon, donc, effectivement, l'institution résiste. Le prof, il vient de où? Il vient, dit-il, de chez Mnouchkine. Il n'a pas compris que Mnouchkine et l'éducation nationale, c'était pas exactement la même chose. Mais au-delà de ces problèmes institutionnels que les enseignants connaissent bien, évidemment, je pense qu'il y a aussi des considérations autres qui sont liées à comment on apporte du partage de midi à des adolescents. Ça peut être déclencheur de plein d'énergie positive, mais si on l'apporte de manière un peu, on peut faire des erreurs. Voilà, on fait des erreurs. Il y a toujours le risque. Bien sûr qu'il y a des textes ou des matériaux, c'est valable aussi
pour d'autres types de matériaux, pas que pour le texte, mais c'est vrai qu'il y a des matériaux qui sont plus consensuels. Mais souvent, même avec des matériaux consensuels, on peut faire déclencher des étincelles Oui, bien sûr. très dangereuses. Bien sûr. Bien sûr, mais tout dépend de comment. Là, il y a quand même, je vais employer des gros mots, mais il y a quand même une éthique. C'est-à-dire, même si je prends des risques, et si je sais quel risque je prends quelquefois je fais attention. Je déclenche pas, je mets pas le feu à une classe d'adolescents qui va pas bien ou je sais pas quoi. Pardon. Moi, j'aurais une autre question plus technique. Tu nous as beaucoup parlé des fragments et on voit bien à quoi tu penses. Et tu as parlé de friction, de déclencheur. Et du coup, la situation dont on parlait tout à l'heure, surtout pas donner la situation, c'est les joueurs qui, à partir d'un fragment, doivent faire marcher l'imagination pour créer des situations qui peuvent être très différentes les unes des autres. Ça, c'est tout à fait clair. Est-ce que tu préconises aussi le texte entier dans certains cas? Évidemment, peut-être pas le soulier de satin, mais l'idée que dans un atelier, on puisse se donner comme objectif de faire le pari de monter un texte, peut-être en le réduisant peut-être. Le projet je sais qu'avec la licence pro... Le projet inconscient est toujours la totalité. C'est-à-dire tu paries qu'avec le fragment, les gens ont envie d'en avoir plus, ou en tout cas peut-être de le lire tout seul, même si tu ne le montes pas en totalité. Bon, avec la licence pro, on a mis volontairement une œuvre entière, mais c'était l'atelier de scénographie avec Claire, et ça a plutôt donné d'excellents résultats. Mais on pouvait... oui. Mais c'était une espèce de défi qu'on s'était lancé aux étudiants et à nous-mêmes. Pardon. Jean-Pierre, j'ai une question qui me taraude. Oui. Alors, je vais essayer de la poser correctement. Qui me taraude depuis longtemps. Non, c'est la question des modèles. C'est-à-dire que par rapport aux dramaturgies contemporaines, qui s'ingénient à défaire, à jouer avec des modèles, les modèles du récit classique, etc., à les déstructurer. Est-ce que tu penses qu'on peut faire fi des modèles, c'est-à-dire, comment je peux aborder la déstructuration, si je peux parler comme ça, lorsque je n'ai pas les codes des structures. C'est-à-dire, si je prenais l'analogie du jazz, est-ce que je peux comprendre un certain type de musique de jazz si je n'ai pas un certain nombre de codes sur les grilles, sur les blues, sur les suites d'accords, etc., pour comprendre qu'on peut très bien ne plus suivre des grilles d'accords. C'est-à-dire comment ça joue. Et attention, je ne remets pas en cause le fait de pouvoir essayer tout ce qu'on veut sur les dramaturgies contemporaines. J'aime beaucoup faire ça, mais là, par rapport à ça, et notamment par rapport aux adolescents, parce que j'entends par exemple, dans les stages que je fais, les gens qui lisent les dramaturgies contemporaines pour l'enfance et la jeunesse, j'entends quand même beaucoup de gens qui se plaignent sur la perte, la difficulté de trouver des récits, des histoires, ou des personnages, qui entraînent, qui forment une forme de théâtre d'énergie, on pourrait dire, mais bon, mais qui sont aussi structurants pour les publics que l'on peut avoir. Bon. Allez. J'ai au moins deux réponses différentes. D'abord, je voudrais te rassurer. Te rassurer. Il y a une espèce de mouvement inverse depuis qu'il a commencé il y a 10 ans. Ça recommence à raconter, ça recommence avec des personnages, ça recommence avec des situations et des conflits. C'est-à-dire il y a un reflux. On est dans une période extrêmement réactionnaire, donc le théâtre aussi. C'est-à-dire le théâtre a abandonné plein de ses avancées risquées. Et là où les gens n'osaient plus raconter, ils racontent à toute allure à nouveau. Bon, je dis pas que c'est un tort ou pas, mais bon, ça c'est une chose. D'une part, ça fait retour. Et d'autre part,
je comprends bien ce que tu dis sur comment travailler la déstructuration si on ne sait pas d'où ça vient. Moi, je te dirais pourquoi ne pas travailler à l'envers. C'est-à-dire que chercher pourquoi c'est déstructuré comme ça, et donc chercher quelle était la base, plutôt que de dire si tu n'as pas la base, tu ne peux pas avancer. Tu vois ? C'est-à-dire, ça pose une vieille question bien connue de l'éducation nationale. Est-ce qu'on peut parler du XVIIe siècle si on ne connaît pas l'Antiquité ? Et est-ce qu'on peut parler du théâtre contemporain si on ne connaît pas le XVIIe siècle ? Alors, moi, je fais... C'est bizarre, je suis d'origine, je suis un XVIIemiste. Et je dois au XVIIe siècle et à Jacques Scherrer quantité de choses qui me font lire les textes contemporains différemment. Mais je pense que si tu n'as pas ce bon ordre, entre guillemets, tu dois pouvoir, de manière tout à fait passionnante, dire comment ça se fait que c'est écrit comme ça, ça serait quoi, ça viendrait d'où ? Je ne sais pas si je suis clair. Donc de travailler sur le reflux, enfin, et pourquoi pas à l'envers. Moi, j'ai une vraie... Ça parle beaucoup aux gens. J'ai une vraie fascination, par exemple, pour le personnage classique, dont j'ai dit 1000 fois, il ne peut pas entrer en scène sans dire d'où il vient, qui était son père, qui était sa mère, les conquêtes diverses que son père a fait autrefois. Et après ces 3 pages de présentation de sa vie, son œuvre et sa famille, il peut en arriver au présent. Bon, le personnage contemporain, il est exactement à l'opposé. Il n'a pas d'avant, il n'a pas d'après, no future. Il est là. Boum. Donc là, rien que ça, si tu veux dramaturgiquement, c'est rigolo à comparer. Je ne peux pas dire un mot tant que je n'ai pas posé mes prémices, dit l'un. Et l'autre dit, les prémices, je ne sais même pas ce que c'est. Donc moi, ça me fascine, ça, l'usage du personnage à l'intérieur de la catégorie temporalité en dramaturgie. Ça vraiment, je trouve c'est passionnant. Et tu peux le prendre dans les deux sens. Dans les deux sens. Moi, quand j'ai écrit avec Julie Sermon, qui est là, quand nous avons écrit, pardon, donc je suis obligé de dire nous aujourd'hui, sur le personnage, on n'a jamais prétendu qu'on voulait la mort du personnage. Simplement, on enregistrait un certain nombre de choses d'époque qui étaient une diminution de la valeur personnage. Bon. Mais à partir de ça, tu peux retrouver d'autres dimensions du personnage. Je sais pas, j'ai fait une expérience bizarre. Je crois que j'aborde, je ne sais plus combien, une 10 ou 11 façons d'aborder le personnage contemporain. Je propose 10 entrées ou 11 entrées, ou 12 à cause des commandements. Et un jour, une dame de Rouen me téléphone en me disant « Chers collègues, j'organise un grand colloque Corneille. Est-ce que vous voulez venir parler d'un personnage de Corneille avec vos catégories contemporaines ?» J'ai dit oui, avec plaisir. Donc j'ai travaillé sur Rodrigue et ça marche. Enfin, tu remplis pas les mêmes cases, mais c'est extrêmement intéressant de voir justement. Alors, je pense qu'il faudrait, enfin, je suis un peu long et un peu technique, mais il faudrait pratiquement développer les deux choses en même temps. C'est-à-dire la dimension historique, le passé. Moi, je suis extrêmement attaché au passé. Je suis un de ceux ces dernières années qui a le plus écrit sur le théâtre contemporain, mais je suis extrêmement attaché au passé. Et j'arrête pas de me définir forcément par rapport à ça. Donc si je dois enseigner, j'enseigne les deux en parallèle. C'est-à-dire j'ai pas de bon ordre. Je renvoie, enfin, là je dis élèves, puisque dans les écoles de théâtre on les appelle comme ça, je renvoie mes élèves à cette multiplicité historique. Et ils sont assez gourmands, en fait, ça m'a beaucoup étonné. Les jeunes acteurs ont une vraie gourmandise de savoir. C'était pas comme ça il y a 20 ans au conservatoire. Dort racontait à quel point il se faisait emmerder. C'est pas le cas du tout actuellement. Ils ont une gourmandise incroyable. Pardon, pas généraliser. Oui. Chloé. Est-ce que vous utilisez, du coup, dans les ateliers, le jeu dramatique, enfin les méthodes du jeu dramatique, mais avec des textes contemporains? Et est-ce que c'est possible de faire avec des débutants du coup? Je sais pas, c'est quoi la méthode du jeu dramatique? Je vais pas répondre à ta place.
Parce que vas-y, je pourrais répondre à ta place. Non, je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. Je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. Comme si le jeu dramatique dit qu'on peut prendre comme point de départ un texte, pourquoi pas un texte déconstruit, énigmatique, problématique, non situationnel. C'est ça la question? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, Jean-Pierre, je sais que, par exemple, ton ouvrage Jouer, représenter, c'est pour moi la base de ce que je peux utiliser quand je vais à la découverte du théâtre contemporain avec les gens. Enfin, c'est une partie des outils que je peux utiliser sur ça. Merci. Il a 35 ans déjà. Bah oui, mais c'est pas démodé. Non, je sais pas. Bah non. Tu l'as republié récemment. Hein, donc... Oui. Récemment, il y a 15 ans. Déjà ouais. Avec quelques outils. C'est pas moi qui l'ai republié, c'est Armand Collin. Mais t'as pas dit non. Grâce aux Brésiliens. Bah non, c'est une si belle histoire que je n'aurais pas voulu me priver. C'est la première fois qu'un texte est republié avec un détour par le Brésil. Parce que les Brésiliens l'avaient traduit et publié, qu'un éditeur français a dit on va le refaire. C'est incroyable, c'est une belle histoire, l'édition. Pareil, ça n'existe pas. Pardon. Ok. Mais en tout cas, par rapport à ces textes, à ces textes contemporains, difficiles ou pas difficiles, c'est le fait de les essayer qui permet de les comprendre, d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait diffuser, c'est-à-dire des lieux et des espaces d'expérimentation des écritures contemporaines, c'est-à-dire que où la mise en jeu permet la découverte et c'est l'expérimentation qui permet de comprendre l'expérimentation, les essayages, et c'est ça qu'on fait à la Mousson. Oui, c'est ça. Dans nos ateliers, mais de manière diverse, avec carte blanche laissée aux différents intervenants selon leur pédigré. Mais moi, je ne vois pas d'opposition entre texte contemporain dans ce cadre-là et texte dit classique. Oui. Parce que, pour l'avoir fait avec des élèves, même de quatrième, quand on aborde Molière et qu'on donne un fragment, ça peut leur paraître étrange et suffisamment étrange pour que ça leur pose problème et qu'il y a des problèmes à résoudre. Donc, je pense qu'on peut exactement avoir le même travail avec un texte. Il y a une grande étrangeté de plein de textes de Molière. Voilà. Le problème des classiques, c'est quand on croit tout savoir. C'est pas que ce soit des classiques, c'est qu'on aurait une réponse. On dit ah oui, je vois comment on va faire ça. Bon, justement non. Oui, mais les élèves, eux, ne voient pas forcément, justement. Bien sûr, tu as raison. C'est aussi l'avantage du fragment. C'est que le fragment, en faisant changer la focale, change ton regard. Là, tu dis, ah oui, c'est ça. Ça, c'est dans Molière, j'avais pas pensé. Et en fait, tu as 5 répliques, et tu as le temps de les regarder tellement fort que tu te dis, ah ouais, c'est bien. Bon. On en reste là, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci mes chers collègues. Alors, je vous rappelle que le prochain lundi de Gaston Batty nous mettra en contact avec quelques écritures contemporaines de nos amis de Belgique, avec des écritures toutes fraîches, puisque c'est encore pas sorti. Et donc, je cherche la date. Excusez-moi. Ça sera mon agenda. Donc, les gens d'ITAC Promotion Théâtre et autour de la scène aux ados. Et donc, ce sera, je vous enverrai un mail, le lundi 11 mars. 11 mars avec Régis Duquet, qui est auteur dramatique,
et Sophie Hubert, qui est responsable de promotion théâtre Belgique, ITAC. Voilà, et on restera autour de ces textes. Merci Jean-Pierre. Merci Bernard. Bonne soirée à vous.